L'année 2012, pour moi, est une année importante, puisque c'est l'année où j'ai été invité au Louvre à faire une exposition. C'est une exposition qui, en fait, se prépare depuis longtemps, parce que, en réalité, le premier déjeuner avec Henri Loiret, le directeur du Louvre, date de 2010. Et depuis cette date de 2010, en fait, il y a ce projet pour moi très exaltant de faire une exposition au Louvre. Et je dirais que les trois publications sont un peu une conséquence de cette exposition. Parce que d'une part, dans le projet même de l'exposition au Louvre, le musée a eu l'idée de faire une publication. Alors c'est un peu au-delà d'un simple catalogue. En effet, ce livre peut servir de catalogue pour l'exposition, mais moi je l'ai conçu comme une vraie création, comme une vraie pièce de l'exposition, et je fais une proposition sur une réflexion sur tout le travail plastique, visuel que j'ai fait depuis au moins 10 ans. Je reprends en fait des images de mes films. Les plus anciennes, c'est peut-être Monsieur, qui date de 89, mais il y a aussi des images de la patinoire. Et en fait, il y a une vraie réflexion sur tout mon travail visuel, tout mon travail plastique depuis une dizaine d'années. Donc ce projet est un projet visuel, un livre qui est partie intégrante de l'exposition. À côté de cela, alors que l'exposition est, comme je l'ai défini, un hommage visuel au livre, j'ai voulu faire un hommage non visuel, un hommage littéraire, un hommage écrit au livre, et donc de faire un livre qui serait tout le contraire de La main et le regard, qui est purement visuel, un livre purement écrit, sans illustration, et même pas d'illustration sur la couverture. Et donc là, je l'ai confié à mon éditeur de toujours, les éditions de Minuit, et c'est L'urgence et la patience. Il y a, je pense, une sorte de paradoxe que j'aime souligner, qui serait de dire, enfin, que j'avais déjà souligné dans cette phrase de la télévision, qui est que dans la perspective même d'écrire, ne pas écrire est au moins aussi important qu'écrire. Et j'ajoutais, mais il ne faut peut-être pas en abuser, parce que sinon, si on passe son temps à ne pas écrire, il n'y a jamais rien. Mais d'insister sur le fait qu'il sur ce ne pas écrire, dans la perspective même d'écrire, ça je pense que c'est assez paradoxal, nouveau, radical, et j'insiste là-dessus. Je pense qu'il y a, pour réussir une œuvre littéraire, il ne faut pas sous-estimer les longs moments où on n'écrit pas. Et ils sont évidemment, ils précèdent l'écriture, mais je pense qu'il faut, on ne peut pas, enfin c'est presque de dire qu'il faut vivre avant d'écrire. Il faut avoir vécu des choses, les avoir vécues et même les avoir d'une certaine façon digérées avant de pouvoir les écrire. Et donc pour moi, c'est ce moment très important qui est de ne pas écrire, qui précède l'écriture. Mais j'irai même plus loin, je dirais même que dans l'écriture proprement dite, dans les phases d'écriture, dans les moments où je m'isole par exemple entre 3 semaines et 3 mois pour écrire, il y a aussi des moments où là encore, ne pas écrire est aussi important qu'écrire. Et que finalement, la rédaction proprement dite, le moment où je me mets en face de l'ordinateur et où je tape le livre, n'est qu'une infime partie. Et qu'il y a là encore tout un moment du livre qui chemine mentalement et qui se fait en dehors de la table de travail. Et donc voilà, j'insiste sur cette patience pour dire qu'en fait, il y a énormément d'éléments invisibles en fait. Il ne faut pas croire qu'écrire c'est simplement les moments où on se met à sa table de travail en face d'un ordinateur et où on tape un texte. C'est très très peu de choses cela. Or je pense que pour beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas cette pratique de l'écriture, ils croient que l'écriture se joue uniquement dans ce moment où on est assis au bureau et on écrit. Or, ce que j'essaie de dire, c'est que la majeure partie de l'écriture d'un livre ne se fait pas à la table de travail. Voilà, peut-être une des choses les plus peut-être saisissantes que je pourrais proposer. Et j'en veux pour preuve, les 2 derniers romans que j'ai fait paraître, Fuir et La vérité sur Harry, en fait, il s'est écoulé 1 an et demi entre le moment où je les avais terminés et le moment où je les ai donnés à l'éditeur. Et donc, 1 an et demi, ça a été un temps, finalement, de relecture, et un temps de patience, mais qui est pour moi très important, un temps où finalement j'essaye d'optimiser au maximum ce que j'ai réussi à obtenir.
Tout à fait. En fait, c'est un des défis du livre qui est un projet d'essayiste, c'est-à-dire de s'interroger sur ce qu'est l'écriture. Et j'essaye donc d'avoir une véritable théorie de l'écriture. Je parle de choses extrêmement complexes et j'en parle avec sérieux. Et donc je suis objectivement un essayiste, mais j'essaye que le romancier que je suis ait toujours sa place et puisse venir mettre son grain de sel ou passer sa tête ou son nez dans une parenthèse, par exemple, une incise, arriver, poindre, et que finalement le sérieux du discours soit toujours contrebalancé par une sorte de légèreté, impertinence, déconnade du romancier que je suis. Parce que le romancier que je suis attache beaucoup d'importance au plaisir de la lecture. Et donc je ne voudrais pas qu'une démonstration aussi implacable soit-elle, aussi brillante puisse-t-elle être, empêche qu'il y ait quelques petits pieds de nez, quelques boulettes envoyées, quelques petites impertinences. Et donc c'est vrai que le romancier, et que cette tension, je dirais, entre l'essayiste et le romancier, apporte quelque chose qui est tout à fait satisfaisant pour moi. Et en effet, vous avez parlé de cette phrase ironique, puisque je dis « retenez-moi » ou je le décris. Je parle d'un universitaire qui avait raconté une anecdote, donc il y a un vrai propos, je vais développer cette anecdote, mais je parle de cet universitaire et dans une parenthèse, je dis « retenez-moi » ou je le décris. Donc là, évidemment, le romancier pointe. Comme si ça me démangeait tellement de le décrire. Et en effet, j'ajoute « on se voudrait essayiste » et je glisse inexorablement vers la fiction. Et c'est une phrase d'ailleurs que j'ai tournée et retournée parce que je me suis dit, est-ce que je vais faire « on se voudrait essayiste » et « on glisse » ou « je me voudrais essayiste » et « je glisse ». Alors je fais presque la démonstration dans la phrase où je commence par « on se voudrait essayiste », le « on » de l'essayiste, et « je glisse », le « je » du romancier. Et donc dans cette phrase que vous avez citée, il y a le résumé de cette tension entre l'essayiste et le romancier. Que j'ai pris conscience de la puissance que pouvait avoir la littérature, mais pas nécessairement de toutes ses finesses et pas nécessairement de tout ce qui, par la suite, m'a semblé le plus important, les questions de rythme, les questions de forme, etc. Là, c'était simplement le fait de me rendre compte que la littérature pouvait être extrêmement puissante. Oui, en fait, peu importait que ces textes aient pu être publiés auparavant. Pour moi, ce qui importait, c'est de produire un livre qui serait quelque chose, une proposition tout à fait nouvelle. Et donc, c'est vrai que certains des textes proviennent de réflexions anciennes. Mais l'essentiel est en effet de faire un livre qui serait tout à fait nouveau et tout à fait inédit. Et il est vrai que, ayant réfléchi à cela, le texte majeur, le texte éponyme, l'urgence et la patience, qui décrit vraiment les conditions de l'écriture, a été écrit spécialement pour ce livre. Et donc, en fait, est l'armature de ce recueil qui, en effet, juxtapose quelques réflexions anciennes. Mais peu importe que ça a été écrit ou que les premières réflexions soient plus anciennes, j'ai tout repris à zéro. J'ai tout repris à zéro et je le propose comme un livre absolument qui date de 2012, même s'il y a des phrases que j'ai pu écrire il y a plus de 20 ans. Oui, c'est vrai que Proust est peut-être... je vais vous faire une confidence. Les auteurs que je cite dans ce recueil sont les auteurs qui ont été le plus importants pour moi quand j'ai commencé à écrire. Je parle de Dostoïevski et du choc qu'a représenté pour moi la lecture de Crime et Châtiment. Je parle de Beckett, qui est la lecture la plus importante que j'ai faite dans ma vie, mais qui date d'il y a un certain nombre d'années, puisque je l'ai découvert à 21, 22 ou 23 ans, enfin peu importe, je ne sais plus exactement. Et puis Proust. Et que ce ne seraient certainement pas les mêmes auteurs que je citerais si je devais parler des auteurs qui comptent pour moi, avec lesquels je dialogue actuellement, ce ne seraient pas les mêmes. Par exemple, si je devais parler des auteurs importants pour moi aujourd'hui, il y aurait sans doute une place, une très grande place consacrée à Faulkner. Alors Faulkner n'apparaît absolument pas dans l'urgence et la patience. Mais il y a un auteur qui a sa place
dès le commencement, qui est Proust, et qui aurait sa place encore maintenant. Donc, d'une certaine façon, Proust fait le lien, et finalement un auteur qui m'accompagnait lorsque j'ai commencé à écrire, et qui m'accompagne toujours, puisque j'écris toujours. Ah, Fellini, ça c'est magnifique. Ce serait, je ne vais pas vous, je vous laisse Fellini, enfin je vous laisse, j'accepte Fellini, tout en ayant conscience que c'est un très grand modèle. Mais il est vrai que le film peut-être le plus abouti que j'ai fait, La Patinoire, Fellini est un très grand modèle. Et en tout cas pour moi, Fellini a réussi quelque chose d'absolument remarquable et que très peu de cinéastes ont réussi à faire. C'est à la fois d'être complètement des créateurs, des poètes, des auteurs d'avant-garde, mais qui n'avaient jamais coupé le lien avec le cinéma populaire et qui pouvaient plaire au plus grand nombre. Et donc de faire un cinéma à la fois extrêmement ambitieux, complexe, sophistiqué, mais qui touchait le grand public, c'est absolument magnifique comme mélange. Et donc en cela, Fellini est un grand maître et un grand modèle, et je ne chercherai pas plus loin.